Chaque année, plus de 2 milliards de tonnes de béton armé sont coulées dans des bâtiments à travers le monde. Imaginez des ponts entiers qui s'effondrent parce que l'acier à l'intérieur rouille comme une voiture abandonnée sous la pluie. En Chine, plus de 500 000 ponts font face à cet ennemi silencieux, la corrosion. Si vous placiez tous les barres d'armature rouillées bout à bout, elles feraient 3 fois le tour de l'équateur. Comment un matériau transparent utilisé pour les planches de surf se transforme-t-il en colonne vertébrale des gratte-ciel? Comment la fibre de verre remplace-t-elle l'acier qui a dominé la construction pendant 150 ans? Restez jusqu'à la fin. Vous découvrirez pourquoi les armatures en fibre de verre sont plus résistantes que l'acier, tout en pesant 75% de moins. Et comment la Chine construit des infrastructures protégées contre la rouille qui dureront 300 ans. L'histoire commence dans le Jiangsu, dans une usine qui s'étend sur 40 hectares, l'équivalent de 56 terrains de football. D'immenses machines de 12 mètres de haut dominent l'espace, semblables autour d'une ville futuriste. Imaginez des bâtiments qui produisent les matériaux pour d'autres bâtiments. L'air vibre du bourdonnement constant de milliers de bobines qui tournent simultanément. Les fibres de verre sortent des fours à une température de 1600 degrés Celsius, plus chaud que la lave volcanique. Avec un sifflement aigu qui fend l'air, des fils plus fins qu'un cheveu humain se déroulent à une vitesse de 3000 mètres par minute. En produisant suffisamment de fibres chaque heure pour faire 2 fois le tour de la Terre. Ce n'est que le début. Ces fils invisibles se transformeront en une structure qui soutient des villes entières. Vient ensuite le bain de résine. D'énormes réservoirs de 15 mètres de long contiennent de la résine époxy, ce liquide doré qui s'écoule comme du miel épais. Les fibres de verre traversent ces réservoirs, créant des cascades brillantes qui reflètent les lumières industrielles, telles des rivières d'or en fusion. Le processus dégage un arôme chimique caractéristique, tandis que la résine adhère à chaque fibre microscopique. À température ambiante de 23 degrés, la viscosité est parfaite, ni trop fluide, ni trop épaisse. Des capteurs contrôlent chaque millimètre de revêtement avec une précision au micron près. Chaque seconde, 50 kg de résine sont consommés, enrobant les fibres. Cette quantité de matériaux suffit pour créer 1500 mètres de tiges finies. Avec un grondement sourd, les pompes maintiennent un flux constant, alimentant la transformation de fils fragiles en tiges incassables. Ensuite, les machines de tressage entrent en action. Des centaines de bobines tournent dans des motifs hypnotiques, comme un balai mécanique d'une précision millimétrique. Les fibres imprégnées de résine s'entrelacent, formant des structures en spirale qui maximisent la résistance. Imaginez des tisserands robotiques, créant des muscles de verre. Le bruit est assourdissant. Un chœur de moteur synchronisé qui résonne dans la poitrine. Chaque machine produit un grondement continu, tandis que les bobines effectuent 3000 rotations par minute. Des nuages de vapeur s'élèvent lorsque les fibres humides passent à travers les rouleaux de compression, traitant suffisamment de matériaux par équipe pour construire 2 ponts complets. La tension appliquée est exactement de 85 kg par fibre, trop peu, et la barre sera faible, trop, et les fibres se rompront. La précision ici détermine si le bâtiment résistera à un tremblement de terre. Vient ensuite le four de durcissement, le cœur du processus. Les tiges pénètrent dans des tunnels de 25 mètres baignés de lumière infrarouge. À 180 degrés Celsius, les molécules de résine s'entrelacent chimiquement avec les fibres de verre. Ce processus, comparable à la cuisson du pain, mais au niveau moléculaire, forge cette résistance légendaire. Les tiges avancent lentement, restant exactement 12 minutes à l'intérieur du four. Des capteurs laser mesurent la température en 200 points différents chaque seconde.
Si une section dévie de plus de 3 degrés, les alarmes retentissent immédiatement. Cette étape est critique car elle détermine si la tige durera 5 ans ou 500 ans. La polymérisation doit être parfaite. Chaque molécule de résine se lie à ses voisines dans un réseau tridimensionnel incassable. Imaginez ceci, des millions de chaînes moléculaires forment une armure invisible qui ne rouillera jamais. Après le durcissement, vient le système d'étirage. Des rouleaux géants de 3 mètres de diamètre, comme des roues de train, tirent les barres avec une force contrôlée de précisément 2000 kg. Le grincement rythmique des rouleaux marque le pouls de la production. À une température de 90 degrés, les barres sont encore malléables, mais possèdent déjà leur structure moléculaire définitive. Les rouleaux impriment des textures de surface, des crêtes et des sillons qui permettent au béton d'adhérer parfaitement. Sans ces marques, les barres glisseraient dans le béton, comme des baguettes dans du beurre. Les barres sortent chaudes mais solides, refroidissant progressivement à l'air libre. Chaque minute, 40 mètres de barres finies sortent du système. C'est un balai industriel, où physique et chimie dansent en synchronisation. La moindre erreur et des mois de travaux de construction peuvent être perdus lorsque la structure cède. Vient ensuite la découpe de précision. Des scies diamantés industriels, tournant à 5000 tours par minute, coupent les barres continues en longueurs exactes. Le bruit est perçant, comme 1000 cristaux qui se brisent simultanément. Des étincelles oranges jaillissent en arcs lumineux lorsque le diamant mord le composite en fibre de verre. Cette étape est critique, car chaque barre doit mesurer exactement 6 mètres. Pas 1 centimètre de plus, pas un de moins, pour s'intégrer parfaitement dans les coffrages de construction. Des capteurs laser vérifient chaque coupe avec une précision au dixième de millimètre. À une cadence de 20 coupes par minute, il n'y a aucune place pour l'erreur humaine. Imaginez cela, des robots qui coupent avec une précision chirurgicale à l'échelle industrielle. Les barres tombent sur des convoyeurs souples, s'organisant automatiquement en paquets de 50 unités. Chaque paquet représente l'armature pour 3 étages d'un bâtiment résidentiel. Après la découpe, vient le contrôle qualité finale. Chaque tige passe dans des machines de test qui appliquent jusqu'à 12 tonnes de force de traction, l'équivalent du poids de 2 éléphants d'Afrique adultes tirant dans des directions opposées. Les véritables tiges en fibre de verre ne fléchissent même pas sous cette pression extrême. Des caméras haute vitesse capturent 1000 images par seconde, détectant la moindre imperfection microscopique en surface. Des rayons X pénètrent le matériau, vérifiant la répartition uniforme des fibres, comme des radiographies médicales, mais pour les matériaux de construction. À température ambiante de 20 degrés, les propriétés doivent être parfaites. Cette étape est critique, car une seule tige défectueuse dans un pont peut provoquer un effondrement catastrophique. Celles qui échouent sont rejetées, moins d'1% du total. Les tiges approuvées reçoivent des codes QR gravés au laser, qui tracent chaque détail de leur fabrication. Cela n'a pas toujours été aussi avancé. Encore en 1950, lorsque les premiers ponts modernes de Chine étaient reconstruits, l'acier était le seul matériau disponible. Ces structures ont commencé à rouiller au bout de 10 ans. L'humidité et le sel attaquaient sans relâche. L'effondrement du pont de Qijiang en 1999 a coûté la vie à 40 personnes lorsque les barres d'acier corrodées ont cédé. La percée est survenue
lorsque des ingénieurs de Shanghai ont découvert en 2005 que la fibre de verre, utilisée dans les yachts, pouvait renforcer le béton mieux que l'acier. Les premiers ponts pilotes ont dépassé toutes les attentes. Après 15 ans, dans des environnements marins hostiles, zéro corrosion. Les essais ont montré que, tandis que l'acier perd 40% de sa résistance en 30 ans, la fibre de verre conserve 95%. Aujourd'hui, plus de 3000 ponts chinois utilisent exclusivement des armatures en fibre de verre. La technologie, qui a débuté dans un laboratoire universitaire, protège désormais des millions de vies chaque jour. Les émissions de carbone sont réduites de 32% par rapport à la production d'acier traditionnel, l'équivalent de retirer 3 millions de voitures de la circulation chaque année. L'énergie nécessaire est inférieure de 60%, car il n'y a pas besoin de four géant à 2000 degrés comme l'exige l'acier. L'industrie économise plus de 22 milliards de dollars par an en frais de maintenance. Les ponts avec armature en acier nécessitent des réparations tous les 15 ans, mais ceux en fibre de verre restent intacts pendant 300 ans. Les coûts initiaux de construction sont supérieurs de 25%, mais les économies à long terme sont astronomiques. Alors, voici le secret promis. La fibre de verre possède une résistance à la traction supérieure de 70% à celle de l'acier, tout en ne pesant qu'un quart de son poids. Cela signifie que vous pouvez construire plus haut, plus long, plus audacieux, sans le poids mort qui limite l'acier. La conductivité thermique est quasiment nulle, donc elle ne se dilate ni ne se contracte avec la température. Adieu les fissures saisonnières qui détruisent les trottoirs. Des fibres microscopiques fondues à 1600 degrés jusqu'aux barres finies qui supportent des tonnes de pression, le cycle est bouclé. Rien ne disparaît, tout se transforme en infrastructure qui défie le temps lui-même. Imagine un pneu capable de tenir 300 000 km. Oui, 300 000! C'est comme boucler 7 fois le tour de la Terre. La production d'un tel mastodonte pour poids lourd peut prendre jusqu'à 5 ans, et la température à l'intérieur de sa fabrication grimpe à 150 degrés Celsius. De quoi faire fondre du plomb. Mais qu'est-ce qui se cache là-dedans? Un savant mélange de caoutchouc naturel, d'acier et d'ingrédients secrets que Michelin protège jalousement, comme la recette du meilleur croissant. Comment crée-t-on ces merveilles d'ingénierie? Allez, on va creuser la question. Tout commence par l'équipe d'ingénieurs et de designers, qui déterminent les priorités des pneus de nouvelle génération. Économie de carburant, longévité accrue ou meilleure grippe? Parfois, c'est un combo de tout ça. Ensuite, ils conçoivent des modèles informatiques pour simuler le comportement du pneu dans toutes sortes de conditions. Imagine un simulateur de course, mais à la place du pilote, tu as des formules, des données et de l'intelligence artificielle. Mais rentrons plus dans le détail. Le développement d'un nouveau pneu poids lourd Michelin s'étale entre 2 et 5 ans. D'abord, on étudie le marché et les besoins. Une fois la modélisation informatique finalisée, on produit les premiers prototypes physiques qu'on teste en labo et sur route. À ce stade, on peut créer des dizaines de versions avant de trouver la combinaison parfaite de matériaux, de sculptures et de structures. Si le pneu réussit les essais, on lance la production de masse, ce qui prend encore entre 6 et 12 mois pour régler les lignes de fabrication et valider le contrôle qualité. Résultat, du premier concept à la mise sur le marché, il peut s'écouler près de 5 ans. Si tu crois qu'un pneu poids lourd, c'est juste un gros bout de caoutchouc, tiens-toi bien. Il contient du caoutchouc naturel et synthétique, du noir de carbone, de la silice, une armature en acier ou en fibre textile, plus toute une série d'additifs chimiques. Le tout est malaxé dans d'énormes mélangeurs industriels
sous un contrôle qualité draconien. Imagine des mixeurs géants de la taille d'un camion, qui grondent et font vibrer les murs en béton. À l'intérieur, le caoutchouc naturel et synthétique se mêle au noir de carbone, à la silice, à des additifs spéciaux et à un tas d'autres ingrédients top secrets que Michelin préserve jalousement, un peu comme la recette du meilleur croissant. Le caoutchouc, fondu, se répand sur les parois, façon lave volcanique, tandis que de puissantes pales en acier mélangent le tout jusqu'à obtenir une masse homogène. La température atteint 150 degrés Celsius et la pression est si forte qu'elle pourrait comprimer une voiture à la taille d'une valise. Après plusieurs étapes de mélange, la masse obtenue sort des machines, sous forme de plaques épaisses et brûlantes. On les refroidit vite fait, puis on les découpe en bandes. C'est à partir de ces bandes qu'on façonnera les futurs pneus. Ça donne l'impression d'être au cœur d'un volcan industriel, où le chaos initial se mue en formule parfaite de robustesse. Ensuite, on fait passer ces bandes dans des moules spécifiques, où le pneu prend progressivement sa forme définitive. Mais étape par étape. D'abord, la gomme est roulée à travers de gros cylindres d'acier pour la transformer en longues bandes épaisses. Puis, on les découpe selon les dimensions voulues. Avant que ces pièces en caoutchouc ne passent sous presse, on les superpose sur un tambour spécial. On ajoute la carcasse, métallique ou en fibre synthétique, pour renforcer le pneu, les flancs, la couche interne d'étanchéité. Ce n'est pas encore le produit final, plutôt une ébauche toute molle, sans sculpture. Un peu comme un donut pas cuit. Ensuite, cette ébauche file dans une presse géante, où elle est cuite sous plusieurs dizaines de bars et à environ 170 degrés Celsius. À l'intérieur du moule, un relief vient s'imprimer dans la gomme, donnant naissance à la sculpture du pneu. Ce processus peut durer de 15 minutes à 1 heure selon la taille. Une fois démoulé et refroidi, le pneu passe au contrôle qualité. Le poids d'un pneu poids lourd Michelin dépend de son type et de son usage, mais en moyenne, il varie entre 50 et 80 kg. Les pneus pour camions de longue distance, comme le Michelin X-Line Energy, pèsent plutôt autour de 60 ou 70 kg. Les modèles renforcés destinés aux chantiers ou aux tombereaux de carrière peuvent monter à 150 kg et plus. Et pour les énormes dumpers miniers, transportant des centaines de tonnes de roches, un pneu peut peser jusqu'à 4 tonnes. Bref, un pneu poids lourd n'est pas juste un rond de caoutchouc, mais un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie, conçu pour marier solidité, endurance et efficacité énergétique. L'une des étapes les plus bluffantes, c'est le contrôle qualité. Michelin teste chaque série de pneus. Pour vérifier par exemple la résistance à l'usure, on installe les pneus sur des camions de test qui avalent des kilomètres sans s'arrêter, sur des circuits fermés reproduisant toutes sortes de revêtements. Asphalte, pavé, gravier, nid de poule. Les véhicules enchaînent virages serrés et freinage d'urgence. Un bon test pour la déformation et la surchauffe. Il y a même des surcharges volontaires, pour voir si la carcasse fatigue sous un poids supplémentaire. Un seul de ces camions peut parcourir jusqu'à 100 000 km lors d'un essai. Et oui, certains pneus finissent détruits dans ces tests. Tout ça pour la sécurité des conducteurs. Si on n'a pas le temps d'attendre l'usure naturelle, on utilise des bancs d'essai spécialisés. Les pneus y roulent sur des cylindres qui imitent la route et on les fait courir des milliers de kilomètres sous charge. Certaines gammes de pneus Michelin, destinées au transport longue distance, comme la X-Line Energy,
peuvent rouler jusqu'à 300 000 km avant le premier changement. C'est comme parcourir 7 fois l'équateur. Environ 80% des pneus usés peuvent être rechapés avec une nouvelle bande de roulement, prolongeant leur durée de vie de 100 ou 150 000 km. Le rechapage, ou la resculpture, se pratique dans des usines spécialisées ou des ateliers certifiés Michelin. Cette technique offre une seconde vie aux pneus, réduit les coûts pour les transporteurs et diminue l'impact sur l'environnement. Pour rechaper un pneu, on le démonte du camion, on l'examine à fond, puis on utilise échographie, radiographie et laser pour détecter d'éventuelles micro-fissures internes. Si la carcasse est en bon état, le pneu repart pour un tour. Des pneus Michelin bien choisis et correctement gonflés permettent de baisser la consommation de carburant de 3 à 5%. Si un camion consomme 30 litres de diesel au 100 km, on peut économiser jusqu'à 4 500 litres sur 300 000 km, rien qu'avec les pneus. Pour une flotte de 100 camions, cela peut représenter des économies de carburant se chiffrant en millions d'euros par an. Moins de carburant, c'est aussi moins d'émissions de CO2. Les grandes flottes peuvent ainsi réduire leur rejet de plusieurs milliers de tonnes chaque année, ce qui fait du bien à la planète et répond aux normes environnementales en vigueur. Chaque année, on élève des millions de cochons d'Inde à travers le monde. Et pas seulement comme animaux de compagnie, mais comme bétail. Imagine un instant, plus de 10 000 petites boules de poils qui se déplacent toutes ensemble vers la mangeoire, créant une vague blanche, brune et rousse. Incroyable, non? Leur viande est considérée comme un mets raffiné en Amérique du Sud. Et les fermes modernes sont automatisées jusque dans les moindres détails. Mais comment élève-t-on, nourrit-on et gère-t-on des milliers de cochons d'Inde? Allez, plongeons dans cet univers fascinant. Au Pérou, on recense aujourd'hui la plus grande population de cochons d'Inde au monde, domestiques et sauvages confondus, avec près de 30 millions d'individus. Sur une ferme péruvienne typique, tu trouveras de vastes espaces dotés de multiples enclos, un peu comme de mini-écuries ou des cages, installées soit à l'intérieur, soit en plein air. La taille de ces fermes varie selon l'ampleur de la production. Les petites exploitations, jusqu'à 500 têtes, peuvent s'étendre de 50 à 200 mètres carrés et se trouvent souvent dans les cours des maisons. Les fermes de taille moyenne, qui hébergent entre 500 et 5000 animaux, couvrent entre 200 et 2000 mètres carrés avec plusieurs bâtiments spécialisés. Quant aux grandes exploitations industrielles, au-delà de 10 000 bêtes, elles peuvent dépasser 5000 mètres carrés et certaines atteignent même 2 hectares. Sur ces grandes fermes industrielles, l'objectif numéro 1, c'est la viande. La fourrure et les peaux, c'est plutôt anecdotique. Leur pelage n'est pas aussi recherché que celui du vison ou du lapin, mais dans certaines régions, on l'utilise pour l'artisanat, par exemple pour confectionner des souvenirs. Par ailleurs, ces petites bêtes servent aussi à la recherche en laboratoire. Malgré tout, la priorité reste la viande. Au Pérou, en Équateur, en Colombie ou en Bolivie, le cochon d'Inde est un plat traditionnel, réputé pour sa chair diététique, riche en protéines et pauvre en gras. Sur une ferme industrielle, on utilise des installations spécialement aménagées pour offrir des conditions idéales aux animaux. L'élément central, ce sont les bâtiments fermés, pavillons ou hangars, qui protègent les cochons d'Inde de la pluie, du vent et des brusques changements de température. À l'intérieur, on installe des rayonnages ou des cages en bois, en béton ou en plastique,
chacune pouvant accueillir de 5 à 20 individus selon l'âge et le rôle dans l'élevage. On trouve également sur la ferme des zones réservées à l'alimentation, des pièces ou des entrepôts pour stocker le foin, le maïs et les compléments. Il peut même y avoir des locaux pour la transformation ou l'abattage, si la ferme produit de la viande. Une bonne circulation de l'air est essentielle pour éviter la surchauffe ou l'excès d'humidité. En général, on maintient la température autour de 20 degrés. C'est l'idéal pour ces petits animaux. La journée commence tôt, avec le repas du matin. On leur sert du foin frais, du maïs et de l'orge broyée, un mélange de granulés et des herbes de saison si possible. L'eau, elle, arrive via des abreuvoirs automatiques ou est versée dans des récipients prévus à cet effet. Tout au long de la journée, les cochons d'Inde se déplacent, grignotent et interagissent entre eux. Sur les grandes exploitations, des systèmes d'assainissement automatisés évacuent les déchets pour garder l'endroit propre. 2 fois par jour, on examine le cheptel. On vérifie l'état du pelage, des yeux et le comportement général. Dans l'après-midi, ils reçoivent une seconde ration, souvent plus légère, davantage de verdure, moins de céréales. Vers le soir, leur activité diminue. L'éclairage est souvent géré de manière artificielle pour reproduire la durée du jour. Quand il est l'heure de dormir, ils se blottissent dans leur cage ou leurs abris, créant un petit cocon même dans un environnement industriel. La reproduction est étroitement contrôlée pour assurer un cheptel stable. Les éleveurs sélectionnent les individus les plus sains et les plus productifs. Un poids correct, entre 700 et 1200 grammes. Une ossature robuste, un pelage brillant et aucun défaut congénital. Les cochons d'Inde étant polygames, on compte généralement un mâle pour 4 à 6 femelles. Ils sont choisis vers 3 ou 4 mois et doivent être en parfaite santé. La gestation dure de 68 à 70 jours. Pendant ce laps de temps, les femelles reçoivent une alimentation renforcée en protéines et en vitamines. Juste avant la mise bas, elles sont souvent déplacées dans des enclos séparés. Les nouveau-nés pèsent environ 20 grammes, sont déjà couverts de poils et savent voir et se déplacer dès la naissance. Ils commencent tout de suite à manger de la nourriture solide, mais restent avec leur mère 2 ou 3 semaines. Une fois sevrés, on répartit les petits. Les meilleurs reproducteurs restent. Les autres sont élevés pour la viande ou mis en vente. Le cycle de reproduction s'étale sur toute l'année, puisque chaque femelle peut mettre bas jusqu'à 5 fois en 12 mois. Dans de vastes enclos, des milliers de cochons d'Inde se mettent en mouvement dès qu'ils entendent le bruit des mangeoires. Les employés dispersent de la verdure fraîche, du foin, des céréales et des légumes. Et toute cette armée de petites boules de poils se rue sur la nourriture. Le spectacle est encore plus impressionnant sur les aires extérieures. On dirait une vague de fourrure brune, blanche et rousse qui déferle sur la ferme. Et quand ils reçoivent des fruits ou des légumes bien juteux, on entend leurs petits cris aigus et ce bruissement caractéristique. Ils sont incroyablement expressifs pendant le repas. Sur les fermes modernes, des systèmes automatiques déposent de la nourriture dans des bacs spéciaux, coordonnant le mouvement de milliers de bêtes affamées autour des mangeoires. Pour quelqu'un qui voit ça pour la première fois, c'est un vrai spectacle. Dans l'élevage industriel de cochons d'Inde, l'hygiène est d'une importance capitale. Non seulement pour la santé des animaux, mais aussi pour garantir une production rentable. Les éleveurs utilisent des méthodes de nettoyage précises pour assurer le confort des bêtes et prévenir la propagation de maladies.
En général, on nettoie les enclos de manière régulière, parce que les cochons d'Inde sont très sensibles à la saleté. Chaque zone nécessite une attention quotidienne. La première étape consiste à enlever les restes de nourriture et les excréments frais sur la litière. On utilise pour cela des brosses et des pelles adaptées, permettant un travail rapide et efficace. Ensuite, pour désinfecter, on recourt souvent à des produits de nettoyage biologiques, sans danger pour les animaux et respectueux de l'environnement. Au global, on lave régulièrement les murs, les sols et les mangeoires. Certains sites sont même équipés d'appareils automatisés, diffusant le détergent et assurant un brossage mécanique. Quant à la litière, on la renouvelle tous les jours ou tous les 2 jours, selon la taille de l'enclos et le nombre d'animaux. On utilise la plupart du temps du foin ou de la paille qui absorbe l'humidité et les odeurs, tout en assurant un bon confort aux cochons d'Inde. Une litière propre réduit nettement le risque d'infection. Pour maintenir un haut niveau d'hygiène, on traite régulièrement toutes les surfaces avec des désinfectants capables d'éliminer bactéries, virus et champignons. Toutes ces procédures sont répétées en continu, au moins une fois par semaine. Et voilà comment on parvient à offrir un cadre sain à ces petites boules de poils, même en production industrielle. Imaginez un trésor planqué au fond des océans. Chaque année, les fermes ostréicoles du monde entier produisent plus de 200 tonnes de perles. Ouais, 20 millions de petites merveilles qui brillent autour de vos cous. Dans la nature, une perle parfaite, c'est une rareté de dingue. Une seule huître sur 10 000 la fabrique toute seule. Mais nous, on a dompté la bête. Du Japon à l'Australie, des usines de beauté font danser la technologie avec la mer. Comment une minuscule graine devient un bijou de luxe? Pourquoi les fermiers plongent tous les mois? Et comment une huître se transforme en héros industriels? On plonge direct dans le cœur du truc, de l'implantation au final qui claque. Accrochez-vous, ce voyage va vous happer dès la première seconde. Et pas vous lâcher! Un collier de perles, tellement classe qu'il coupe le souffle. Depuis des décennies, ces pépites scintillantes font tourner la tête des fans de bijoux. Leur éclat doux, une symphonie entre la nature et le génie humain. Mais d'où vient cette beauté, hein? De la première greffe délicate aux couches épaisses de nacre qui brillent, chaque perle fait un sacré bout de chemin. Un vrai ballet industriel entre l'homme et l'océan. Aujourd'hui, on va plonger dans le vif du sujet, lever le voile sur les secrets des fermes à huîtres et vous montrer comment une simple coquille crache un trésor. Préparez-vous. Ça va être beau, mais aussi sacrément impressionnant. On commence par les chiffres, histoire de poser le décor. Dans le monde, il y a plus de 800 espèces d'huîtres, mais seules quelques stars. Les moules d'eau douce, les akoyas, celles des mers du Sud ou les tahitiennes, ont le talent pour pondre les perles qui finissent autour de vos cous. Pas juste des mollusques, mec, des héros de l'industrie. Dans la nature, une perle naturelle, c'est comme gagner au loto. Une chance sur 10 000, sans qu'on lève le petit doigt. Mais nous, on n'attend pas que la nature nous fasse une fleur. On l'a mise au pas. Les fermes ostréicoles, éparpillées du Japon à l'Australie, c'est des usines à perles où la tech et la nature bossent main dans la main.
Alors, comment ça marche? Tout part de la sélection. Les fermiers trient les huîtres les plus balèzes, jeunes, costaudes, prêtes à bosser. On les cale dans des paniers ou des filets, direction l'eau, à quelques mètres de profondeur. Mais avant ça, le moment clé, l'implantation. Imagine une salle d'op pour huîtres. Sous l'œil affûté des pros, avec des outils fins comme des aiguilles, on glisse dans la chair du mollusque un noyau, souvent une petite bille taillée dans une coquille, et un bout de manteau d'une autre huître. C'est le starter. L'huître se met à enrober ça de nacre, couche après couche, et bam, la perle prend forme. Les perles, c'est pas que des huîtres, c'est tout un écosystème. Prends la baie d'Ago, dans la préfecture de Mie, un spot mythique où les perles japonaises ont lancé leur conquête au XXe siècle. Ici, l'eau est claire comme du cristal, la salinité au poil, et les fermiers balancent des micro-algues dans la mer, de la bouffe naturelle qui dope la croissance des huîtres et rend leurs perles plus solides. Les filets sont suspendus à des bouées, et l'océan fait le taf. Mais c'est que le début, il y a des mois de boulot derrière. Faire pousser des perles, c'est pas pour les petites natures. Tous les 2 ou 3 mois, les équipes plongent ou histent les filets à la surface. Leur mission? Protéger les huîtres des squatteurs, bernacles, algues, voire prédateurs. Brosse en main ou jet d'eau sous pression, ils nettoient tout. Température, oxygène, propreté de l'eau, tout est scruté avec une précision d'usine. Un faux pas, et c'est une récolte entière qui part en fumée. Ça dure entre 12 et 24 mois, jusqu'à ce que la nacre soit épaisse, brillante, prête à en mettre plein la vue. Et puis, le grand jour arrive. La récolte, le climax. Visualise une chaîne de prod, des centaines d'huîtres alignées, prêtes à livrer. On les sort des filets, on rince la vase, on les coince dans des étaux. Et là, le moment de vérité. Des mains expertes, avec des outils précis, ouvrent la coquille, doucement, pour pas abîmer la bête. La perle est extraite de son nid de douillet. Et l'huître, si elle est encore en forme. On lui remet un nouveau noyau. Et hop, retour à la mer. Une vraie usine de beauté sur rail. Une fois récoltées, les perles filent à l'atelier. On les lave dans des solutions spéciales pour virer les résidus. Puis elles passent sous des machines qui les polissent jusqu'à cet éclat qui tue. Ensuite, le tri. Taille, forme, couleur, qualité de la nacre. C'est un peu un tribunal de joaillerie. Seuls les meilleurs passent le cut. Les rondes parfaites partent pour des colliers de luxe. Les autres? Bracelets, boucles d'oreilles ou designs qui sortent du lot. Et voilà le final, l'atelier du joaillier. Les perles d'élite deviennent les stars de collier, qui hurlent le luxe et le statut. Chacune, c'est le fruit du taf de centaines de mains, des fermiers aux artisans et de la patience de la nature. Les teintes? Blanc, noir, rose, violette. Tout dépend des huîtres et de l'eau où elles ont grandi. C'est pas juste un bijou, mec, c'est une histoire que tu portes. Et voilà toute la vérité sur les perles. Des fermes industrielles aux chefs-d'œuvre qui brillent.
Un voyage où la nature et la tech fusionnent. Alors, qu'est-ce qui vous a scotché? Balancez vos avis en commentaire, j'attends vos retours. Merci d'avoir plongé avec moi dans cette aventure. Un petit like, un abonnement pour plus d'histoires comme ça, et on se retrouve au prochain épisode. Brillez fort, comme des perles. 30 000 tonnes d'acier, 100 mètres de long, et une seule chance de souder le tout à la perfection. Au cœur des chantiers navals géants, entre les éclairs de soudure à l'arc et le grondement des grues, naissent les géants des mers, ces navires qui traverseront les océans. Ici, chaque soudure n'est pas qu'un point de métal, c'est une promesse de sécurité pour des milliers de passagers à bord. Comment les robots et les humains unissent-ils des centaines de blocs pour former une coque insubmersible? Comment l'un des plus grands exploits d'ingénierie prend-il vie sous nos yeux? Regarde bien, tu vas voir battre le cœur en fusion d'un titan des océans. La soudure de la coque est une étape cruciale. Elle garantit la solidité, la durabilité et la sécurité du navire. Les méthodes traditionnelles de soudure sont peu à peu remplacées par des technologies modernes qui accélèrent le processus et offrent des soudures d'une qualité exceptionnelle. Le lieu où tout cela se passe? Un immense chantier naval, parfois grand comme une ville. Ce n'est pas juste un atelier, mais un site d'ingénierie XXL. Le chantier couvre des dizaines d'hectares, avec des cales sèches où l'on assemble les navires et des ateliers spécialisés dans le traitement des métaux. Dans les cales sèches, les coques reposent sur d'énormes supports, ce qui permet aux ouvriers de travailler sur chaque section avec facilité. Des grues géantes déplacent les blocs de plusieurs dizaines de tonnes pour les amener à l'emplacement de soudure. Autour, c'est un concert de machines, d'étincelles, de bruits métalliques, une vraie chorégraphie industrielle. Les héros ici, ce sont les soudeurs. Des pros hyper qualifiés, capables de travailler tout type de métaux, souvent dans des conditions difficiles, endroits exigus, faible éclairage. Ils utilisent des techniques modernes, comme la soudure TIG ou MIG. Qu'ils soient dehors ou en intérieur, leur boulot, c'est de transformer des plaques d'acier en coques solides comme des bunkers. Le spectacle est impressionnant. Des arcs électriques éclairent l'espace, des étincelles jaillissent, les machines bourdonnent. Casqués, protégés, les ouvriers se déplacent entre les structures métalliques géantes. Les grues soulèvent des blocs énormes, pendant que les robots assurent des soudures en continu. Ces systèmes robotisés garantissent une précision extrême grâce à un suivi automatique des soudures et des corrections en temps réel. Ils effectuent des mouvements programmés pour une soudure régulière, sans défaut. Dans les grands chantiers navals français, cette technologie permet de réduire le temps de soudure de la coque de 40%. La soudure laser utilise une densité d'énergie très élevée pour créer des soudures profondes, avec un impact thermique minimal. Elle peut atteindre 300 mm de profondeur en un seul passage, tout en réduisant la consommation d'énergie de 60%. Autre technique, la soudure par friction malaxage. Elle permet de joindre les métaux sans les faire fondre, grâce à la chaleur générée par le frottement. Idéal pour assembler de longues plaques d'aluminium, fréquentes dans les constructions navales. La construction d'un paquebot géant peut durer jusqu'à 3 ans. Tout commence par une conception détaillée, avec les spécifications techniques et l'aménagement intérieur. Puis vient la découpe de l'acier, via des machines à commande numérique qui assurent une découpe rapide et ultra précise.
Les grandes plaques obtenues serviront ensuite à la fabrication de la coque. Ces machines peuvent traiter d'immenses surfaces métalliques à haute vitesse. Un vrai gain de temps et d'efficacité. Une fois les panneaux prêts, on les assemble à l'aide des techniques de soudure les plus avancées. Des robots suivent des programmes spécifiques pour exécuter des mouvements précis et produire des soudures parfaites. Grâce à cette robotisation, la production va plus vite, le risque d'erreur humaine diminue et la qualité est constante. Sur le chantier, on voit des grues géantes soulever des blocs de plusieurs tonnes, les placer à la bonne position. Les ouvriers se déplacent entre les structures d'acier au rythme des machines, des marteaux et des arcs électriques. On se croirait dans un film de science-fiction. Un navire se compose de centaines de blocs, assemblés un par un sur Terre. Un paquebot, par exemple, peut nécessiter plus de 40 blocs, montés à l'aide de grues monumentales, puis soudés ensemble. Une fois la coque terminée, on remplit la cale sèche d'eau. C'est le premier flottement du navire. Ensuite, on passe à l'aménagement intérieur. Cabine, restaurant, théâtre, zone de détente. Avant ce grand moment, une série de contrôles. Vérification de l'étanchéité de la coque, test des trappes, des ponts, ajustements finaux. L'eau entre dans la cale par des écluses spéciales, sous contrôle strict. On surveille le niveau pour éviter toute déformation du navire. Une fois que le navire flotte, on vérifie sa flottabilité et l'absence de fuite ou défaut. On teste aussi les moteurs, les arbres d'hélice, les systèmes mécaniques. Sans oublier réseaux électriques, éclairage, électronique embarquée, GPS, radar, instruments de navigation, tout y passe. Le navire part ensuite en essai en mer. Vitesse, maniabilité, stabilité. Les tests sont effectués dans différentes conditions pour valider la sécurité et l'efficacité. Un défaut dans la conception peut tout changer. Un centre de gravité mal calculé peut entraîner un basculement. Un manque de stabilité peut compromettre la navigation. Si la coque n'est pas parfaitement étanche, l'eau s'infiltrera, provoquant des pertes de flottabilité, voire un naufrage. Heureusement, les tests de mise à l'eau permettent d'identifier ces défauts dès le remplissage de la cale sèche. Le navire doit être parfaitement équilibré pour rester stable. Un mauvais répartition du poids, et hop, problème de flottabilité. Les systèmes de stabilisation, comme les quilles anti-roulis, doivent fonctionner parfaitement. Sinon, le navire tangue et les essais sont invalidés. La franc-bord minimale, c'est-à-dire la distance entre le pont et la surface de l'eau, doit faire au moins 6% de la longueur totale du navire pour garantir une bonne réserve de flottabilité en cas de vagues ou de conditions extrêmes.